près de 5% de la population mondiale sont porteurs d'un gène responsable d'une anomalie héréditaire de l'hémoglobine appelée la drépanocytose. La majorité des personnes atteintes de cette maladie vivent en Afrique noire avec une prévalence qui varie entre 10 et 40% selon l'OMS. Selon la forme, les principales complications drépanocytaires aiguës sont la crise vaso-occlusive osseuse, le syndrome thoracique aigu, l'anémie aiguë. Donc, comprendre les complications neurologiques de la drépanocytose, nous allons en parler dans un instant dans cette émission Direct Santé qui vous parle tous les jours de pathologies, de traitements ou encore de gestes nécessaires pour préserver une bonne hygiène de vie. Bonjour Madame Catherine Stone, comment allez-vous? On commence par les dames, bien sûr. C'est gentil, ça va bien. Et toi? Très très bien, vous êtes présidente et fondatrice de l'ONG Caring for All qui lutte aussi dans la sensibilisation de la prévention de la drépanocytose. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci beaucoup. Professeur Koumako, vous êtes chef de service neurologique du CHU Cara. Bonjour. Bonjour aussi. Ça va bien, et toi? Ça va très très bien, merci aussi. Et bonjour, Dr Romé Corcella, vous êtes médecin hématologue. Bonjour, merci d'être avec nous pour nous parler de la drépanocytose. Bonjour, merci à vous pour l'invitation. Bon, en tout cas, là, le 19 juin, c'est la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. Donc, c'est ce qui nous réunit ici sur ce plateau. L'année dernière aussi, on a fait des activités, des campagnes de sensibilisation avec l'ONG Caring for All pour aussi sensibiliser les gens de Lomé jusqu'à Anéhor, à Clacou, pour parler à la population. J'espère que ça rentre dans la tête de chacun d'entre nous parce que c'est très important. Tout d'abord, on va donner la parole à Dr Romé qui va nous parler un petit peu de la drépanocytose, s'il vous plaît. D'accord. La drépanocytose, en fait, c'est une maladie génétique, héréditaire, qui est caractérisée par la présence d'une hémoglobine anormale. L'hémoglobine, en fait, c'est le principal constituant du globule rouge. C'est ce constituant-là qui va servir à faire les échanges de gaz. Et quand cette hémoglobine n'est pas bien formée, surtout, ça peut entraîner des maladies. Et dans ce cas précis, on parle d'hémoglobine S. L'appellation, c'est de l'hémoglobine S. Donc, lorsqu'on a l'hémoglobine S, on développe cette maladie appelée drépanocytose qui va se décliner en plusieurs formes quand même, qu'on va appeler essentiellement les formes majeures qui seront responsables donc des différents signes que vous avez cités plus haut. Ok, on va y revenir tout à l'heure sur les signes, mais justement quand vous parlez on parle d'une maladie héréditaire. Effectivement, c'est une maladie héréditaire, donc c'est une maladie qui est transmise à l'enfant par les parents. Par les parents. C'est génétique parce que c'est un problème au niveau du gène, mais c'est héréditaire parce que c'est les parents qui transmettent la maladie aux enfants. Et il faut préciser que c'est les deux parents. C'est les deux parents. C'est les deux parents. Ouais. Dans les formes majeures, c'est les deux parents qui transmettent la maladie. Il faut que les gens comprennent, c'est pas la maman seule ou ni le papa seul, quoi. Effectivement, c'est les deux parents. C'est ce doute-là qui est aussi dans la tête des gens. Souvent, quand on parle de la drépanocytose, c'est forcément la maman. Et on a une photo, s'il vous plaît, à la régie, pour nous montrer un petit peu les différentes formes de globules rouges. Comment les globules rouges sont chez les gens qui ne... Là, c'est les globules rouges... Oui, là, on a des globules rouges normaux ouais. Qui ont cette forme circulaire. Les globules rouges, s'il vous plaît, à la régie. Et c'est des globules rouges qui ont une qualité ou bien une capacité essentielle. C'est que c'est des globules qui sont élastiques. C'est-à-dire qu'ils vont arriver à se déformer pour passer même dans les vaisseaux qui ont un diamètre inférieur au leur. Donc, ces globules rouges-là, ce sont des globules rouges, donc on peut qualifier de globules rouges normaux. Par contre, dans la drépanocytose, en présence de certains facteurs, de certains facteurs de stress, etc., ces globules rouges normaux-là peuvent se déformer. Oui, on a une autre photo aussi, voilà. Globules rouges malades. Et donc, du coup, ça change de forme. Ça change de forme, ça se déforme et ça perd son élasticité. Ok. Du coup, à l'entrée des petits vaisseaux, ou des vaisseaux dont le diamètre inférieur au diamètre du globule rouge, ils ne peuvent plus passer. Donc, ils vont s'accumuler à l'entrée du vaisseau, bien dans le vaisseau, ils vont s'accumuler et c'est ce qu'on appelle l'occlusion. D'accord. Donc quand on dit vaso-occlusion, c'est l'occlusion du vaisseau. Donc c'est l'accumulation de ces globules rouges déformés là, qui vont se coller à la paroi du vaisseau et qui vont se coller entre eux et vont donc faire une occlusion. Et c'est cette occlusion là qui entraîne les douleurs parce que toute la partie en amont de l'occlusion n'est plus nourrie, il n'y a plus d'oxygène, etc. Donc, il y a une souffrance qui entraîne la douleur.
C'est pour cela qu'on qualifie ces douleurs de crise vaso-occlusive. Donc c'est là l'endroit où les globules se stockent, en fait. Oui, ça, c'est pas un stockage en soi, mais c'est une accumulation. C'est-à-dire, comme ils sont déformés, il y a un qui ne peut plus passer et les autres vont venir maintenant s'accumuler à ce globule rouge-là. Et puis voilà, ça va faire une sorte de, on peut dire une sorte de boule, une griffe, qui va fermer la circulation, qui va bloquer la circulation. Et c'est là où les crises se déclenchent. C'est le principal mécanisme des crises, oui. Et du coup, donc tout à l'heure on parlait des différentes formes de drépanocytose. Okay. Donc lesquelles Bon, pour les formes de drépanocytose, on a les formes qui sont, je vais classer ça comme ça d'abord. Il y a les formes symptomatiques, c'est-à-dire c'est les formes qui entraînent des symptômes, des signes, d'accord. Il y a les formes asymptomatiques. Ça, je pense même que c'est les formes les plus dangereuses parce que c'est là que les gens portent la maladie, les gens ont le gène, mais ne le savent pas. Essentiellement, c'est la forme AS. Quand on dit de quelqu'un que la personne est une forme AS, cette personne porte le gène de la drépanocytose. C'est-à-dire on a l'hémoglobine S, mais cette personne, généralement, n'a pas de manifestation de la maladie. Donc, c'est une forme asymptomatique. Maintenant, on a les formes symptomatiques qu'on qualifie de formes majeures, où dans ces formes, maintenant, on a des formes qui vont être des formes anémiques, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des anémies, c'est surtout les formes SS. Oui. Et bon, pour être un peu technique, les formes S-bêta-0 thalassémique, on va pas... Là, c'est trop technique. C'est un peu technique, mais c'est les formes anémiques. Les formes non anémiques, qui sont les formes SC, où là, on a une association entre l'hémoglobine S et l'hémoglobine C, qui est aussi anormale, et les formes qu'on appelle les formes S-bêta plus thalassémique. Donc voilà, mais toutes ces formes ont en commun la douleur. Même le AS. Non, le AS n'a pas de symptômes généralement, donc n'a pas de douleur. Mais donc les formes majeures, SS, SC, SE, etc., le dénominateur commun, c'est la douleur. Mais il y a des formes qui vont être anémiques et d'autres formes non. Ce qui veut dire que il faut qu'on comprenne que quand on est drépanocytaire, on n'est pas forcément anémié. Ça dépend de la forme. D'accord. Voilà. Mais justement aussi, puisque l'anémie, on dit que ça représente aussi un vrai danger aussi pour les drépanocytaires. Effectivement, bon, il y a les drépanocytaires donc, qui souffrent déjà d'une forme anémique, comme je l'ai dit, donc qui ont déjà une anémie qu'on va qualifier de chronique, d'accord. Et il y a les formes non anémiques, comme je l'ai dit. Mais quelle que soit la forme, dans ces deux cas, il peut y avoir une aggravation de l'anémie. Ok. Donc quand l'anémie s'aggrave, et quand le taux d'hémoglobine va chuter trop rapidement, on peut avoir des complications qui peuvent des fois aller jusqu'au décès. Oh. Ouais. C'est vraiment dangereux. Pour compléter, il faut savoir aussi que la drépanocytose, c'est une adaptation de la race noire au paludisme en fait. Pourquoi ? Parce que le paludisme a un cycle et il faudrait que les globules rouges vivent pendant les 120 jours. Quand un globule rouge naît, le globule rouge a une durée de vie de 120 jours. Maintenant, pour pouvoir empêcher au paludisme de mener tout son cycle, la race noire s'est adaptée en faisant que les globules rouges qui se sont, en fait, les formes du moins majeures, sont des anomalies qui font que les globules rouges n'atteignent pas les 120 jours prévus. Donc, ils meurent avant. Et donc, ça ne permet pas au palud d'aller au bout de son cycle. Et c'est pour cela que généralement les drépanocytaires ne font pas de palud normalement. Seulement que si ces personnes font des paluds, c'est des paluds très graves, puisqu'ils ne se sont pas en fait adaptés, ils n'ont pas développé une certaine immunité par rapport au paludisme, puisque théoriquement l'organisme est censé les protéger. Et donc l'autre chose qui les rend fragiles, c'est que comme il a expliqué, la boule ferme les petits vaisseaux. Les cellules qui doivent avoir l'oxygène ne l'ont plus. Donc ces cellules sont en souffrance. Et donc leur fonctionnement n'est pas, je dirais, optimal parce qu'ils n'ont pas suffisamment. Il faut pour que leur fonctionnement soit optimal, ils ont besoin d'oxygène pour pouvoir fabriquer de l'énergie et pouvoir faire leur boulot. Mais ce qui se passe, c'est que l'occlusion empêche cet oxygène d'arriver aux cellules. Et donc ces cellules sont en souffrance et la fonction dédiée à ces cellules n'est pas totale. Et donc, et je viens de l'expliquer, c'est des cellules qui se détruisent plus tôt. C'est ça, comme ils se détruisent, vous verrez que habituellement les drépanocytaires, c'est vrai qu'ils sont anémiés, mais ils ont également une coloration un tout petit peu jaune
des conjonctives, c'est parce qu'il y a un peu trop de bilirubine. Du moins, la bilirubine, c'est un produit de dégradation de la... en fait, ça que la bile élimine. Et ça qui colore nos urines en, je dirais, jaune doré. Mais il y a la pâleur aussi au niveau des mains. Oui, la pâleur, il y a la pâleur et la couleur. Les conjonctives sont pâles, mais également un peu jaunes. Oui. Parce que les globules rouges se détruisent un peu plus vite. Plus vite et plus en grand nombre. Okay. Et les crises vaso-occlusives favorisent également cette description. Donc, ce qui fait que plus vous en avez, plus vos conjonctives sont pâles et sont colorées en vert. En fait, c'est en jaune, pardon. En jaune. Oui, parce que vous avez changé de couleur. C'est en jaune. Bon, disons jaune. Mais c'est des produits de dégradation de la, en fait, on les appelle des massis, mais bon. Et déjà les appelle les massis. Oui, c'est plus connu sous le nom des massis. Oui, parce que les massis, c'est le nom, je dirais, commun des globules rouges. D'accord. C'est-à-dire que si on veut pas utiliser les termes de médecine, nous les termes, si on veut parler d'un globule rouge en médecine, le globule rouge c'est plusieurs entités. En fait, il y a plusieurs composantes sur le globule rouge. Maintenant, nous, quand on parle de drépanocytose, on sait l'endroit du globule rouge qui a le souci. Maintenant, pour tout le monde, il faut qu'on parle de hématie et les gens comprennent peut-être plus vite. Mieux, oui. Parce que quand on parle de drépanocytose, peut-être les gens, pour eux, ils ne savent pas ce que c'est. Habituellement, c'est ce que les gens appellent communément hématie. Et la drépanocytose, les gens le connaissent sous le nom trivial de hématie. Donc, l'hématie, c'est ça que nous appelons en termes techniques ou bien en termes codés ou du moins en termes médicaux, drépanocytose. Maintenant, dans cette appellation, il faut se dire que aujourd'hui, drépanocytose, ce n'est plus le terme usuel non plus. Maintenant, les mots également évolué. Maintenant, on les appelle syndrome drépanocytaire majeur. Pourquoi? Parce que, en fait, au départ, nous sommes de l'ancienne école. Avant, drépanocytose, c'était SS. Mais on s'est rendu compte que les SS, il y avait d'autres anomalies de l'hémoglobine qui donnaient les signes pareils. Et donc, on a vu les 4 syndromes majeurs qu'il vient de citer, c'est-à-dire le bêta, le AS, le SS, le C. Bon, maintenant, tout ça là, bon, c'est plus pour nous. Mais pour ces formes avaient des signes cliniques qui sont presque identiques. Mm-hmm. Et c'est pour cela qu'on a dû élargir la panoplie, du moins la définition, parce qu'au départ, ce n'était pas toute cette forme. Nous, ce que nous avons appris, c'est différent de ce qu'on enseigne maintenant. Nous, avant, c'est les SS. Oui, parce que ça a évolué depuis, oui, puis comme je le disais, avant c'était SS, maintenant, on s'est rendu compte que ce n'est pas seulement les SS, il y a aussi d'autres. Et d'autres types qui donnent ce genre de maladies. Donc, on les a regroupés maintenant sous le nom de syndrome drépanocytaire majeur. Maintenant, ça se peut que si quelqu'un voit ce thème, il ne faudrait pas qu'il se dise, mais c'est quoi ça? Mais non, c'est toujours la même chose. Mm-hmm. Maintenant, c'est toujours hématie, comme les gens aiment l'appeler, c'est toujours les hématies. Et donc, il faut dire que c'est une adaptation de la race noire. Et vous verrez que les endroits où on a ces maladies, c'est là où il y a les Noirs. Et c'est en Afrique, c'est dans le bassin méditerranéen, c'est dans les Antilles et au niveau de l'Inde. Donc, c'est là où il y a la race noire. Donc, c'est des choses qu'on connaît qui sont des adaptations de la race noire à des maladies avec lesquelles ils ont vécu pendant longtemps et qui ont eu à développer ces genres de modifications dans leur sang et qui, aujourd'hui, ont été exportés un peu partout dans le monde où les Noirs existent. Mais justement, comment surviennent ces crises vaso-occlusives chez les drépanocytaires? Non, il a très bien expliqué. Bon, parce que quand il y a... Et souvent, c'est un déficit peut-être d'oxygène ou bien il y a un peu trop de froid. Donc, ce qui fait que le globule rouge, la forme que vous avez eu à montrer, qui est bien ronde, perd cette forme-là et prend la forme de faux. Mais est-ce qu'il y a des signes? C'est-à-dire que oui, il y a des signes. Il les a bien décrits. C'est la douleur d'abord. La douleur. Puis, comme il n'y a plus d'oxygène qui passe. Et en fait, c'est lié à en médecine, on parle d'ischémie. L'ischémie, c'est quoi? C'est que il n'y a pas d'oxygène. Comme il n'y a pas d'oxygène, les cellules commencent pas à mourir. Et donc, quand les cellules commencent pas à mourir,
et ça donne des douleurs au niveau des articulations. Souvent, ça se passe au niveau des articulations. Et donc, c'est par ces endroits que ça commence. Donc, quand il n'y a pas suffisamment d'oxygène dans ces endroits, les articulations c'est souvent des enfants, hein, et leur font extrêmement mal. Et parce qu'un nouveau-né, par exemple, qui est drépanocytaire, comment la maman peut oui, habituellement, il y a... peut reconnaître justement on appelle ça signes. syndrome, mais il y a des articulations, en fait, la main qui se gonfle, etc. Et déjà, dès l'enfance, en fait, déjà, dans le premier jour de naissance, on voit que les poignets de ces enfants ou bien les mains de ces enfants sont un peu tuméfiées et l'enfant pleure de façon anormale. Et donc, normalement, si ces parents avaient été dépistés plus tôt et que l'enfant vient, des fois, il y a même des tests prénatals qu'on fait, c'est-à-dire que si le papa est AS, la maman est peut-être, mon confrère reviendra là-dessus, puisque c'est quelque chose qu'ils font tous les jours, et qu'on sait que l'enfant à naître peut être porteur du gène. On fait des tests avant même la naissance de l'enfant pour savoir est-ce que l'enfant est drépanocytaire ou est-ce qu'il porte un syndrome majeur drépanocytaire, et savoir qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à son accueil, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire dans les premiers jours de sa vie pour éviter qu'il n'ait des complications déjà dès le premier jour de son accueil. C'est pas tout le monde qui est au courant de ce test-là. Bon, en fait, je pense que la question, c'est de savoir les signes. Oui, justement. C'est ça qui peuvent alerter les parents. Pour les nouveau-nés, surtout, puisque les gens qui ne savent pas qu'ils sont porteurs et qui font des enfants... Alors, généralement, à la naissance, les enfants sont protégés, généralement. Les nouveau-nés sont protégés parce qu'on va appeler l'hémoglobine fœtale. Parce que quand on est dans le ventre, on n'a pas besoin de respirer. Donc, on a un type d'hémoglobine qui nous permet de capter l'oxygène qui vient de la maman. Mais quand on naît, maintenant, on a besoin de respirer. Donc, cette hémoglobine-là est appelée à disparaître et laisser place à l'hémoglobine qu'on porte normalement. Donc, les nouveau-nés, généralement, n'ont pas de signes généralement. D'accord ? Alors, à partir de 6 mois, on commence par appeler cette hémoglobine fœtale-là, et c'est d'habitude l'âge d'apparition des premiers signes. Et le professeur l'a dit, chez l'enfant, très souvent, c'est ce qu'on appelle le syndrome pied-main. C'est un gonflement du dos, des mains, du dos, des pieds. C'est généralement le premier signe. Ensuite, on peut avoir déjà l'anémie qui est déjà présente, autour de 6 mois. Genre, quand on voit l'enfant, on voit les conjonctives, l'enfant est un peu pâle et tout. On peut également avoir des infections à répétition. C'est un enfant qui, chaque fois, va tomber malade, faire des fièvres. Et c'est au cours de ça qu'on va découvrir la maladie. D'accord ? Mais comme c'est un enfant aussi et que l'enfant n'arrive pas à parler, c'est des fois des pleurs incessants. C'est-à-dire l'enfant a mal, il ne peut pas le dire. Donc c'est des pleurs incessants sans qu'on ne sache effectivement ce qui se passe. Alors si les parents se connaissaient déjà, ils vont faire l'électrophorèse rapidement. Mais quand ils ne se connaissent pas, ils vont l'amener à l'hôpital. Généralement, on va soigner soit un palu ou une infection et tout. C'est dans ce contexte-là qu'on va finir par découvrir qu'effectivement, cet enfant est drépanocytaire. Ouais. Mais il faut aussi préciser que selon les formes que j'ai citées, le début d'apparition des signes peut varier. Dans les formes, par exemple, SS, dans les formes S-bêta+, dans les formes anémiques, par exemple, les signes sont plus précoces. Donc, autour de 6 mois d'âge, des fois même plus tôt, autour de 3-4 mois, des fois. C'est tôt quand même. Plus tôt, mais dans certaines formes, c'est très rare. Ces gens, ça arrive très tardivement. Dans les formes SC, par exemple, c'est des fois jusqu'à 10 ans, voire 11 ou 12 ans, que les premiers signes vont apparaître. Et là, c'est surtout la douleur. Voire plus même. Parce qu'il y a des gens qui ont diagnostiqué à 25, à 30 ans. Mais ça, généralement, c'est des formes SC. Généralement. Mais les formes SS, c'est plus précoce. Plus précoce. Écoutez, on va marquer un temps de pause. On revient juste après les informations. Restez avec nous.